Près de 8000 morts en une année, mais où va donc s'arrêter la répression syrienne et peut-on continuer à rester inactif face à ces massacres? C'est tout de suite le débat d'Infrarouge. En quelques mots, là, vous êtes en train de faire quoi? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Infrarouge. Silence, on tue. C'est le titre que nous avons choisi ce soir pour cette émission consacrée à la Syrie. Car chaque jour, des dizaines de personnes seraient tuées et la communauté internationale est pour l'instant impuissante. Aujourd'hui encore, au Conseil des droits de l'homme à l'ONU, un appel au cessez-le-feu a été lancé. Un de plus. Alors, comment sortir de cette impasse? C'est le débat que nous vous proposons ce soir avec de nombreux invités réunis autour de cette table que nous allons vous présenter au cours de l'émission. De nombreux Syriens sont ce soir avec nous pour débattre de cette question, dont vous, Marie Sera. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une écrivain, vous êtes syrienne. Il y a encore peu de temps, vous défendiez Bachar al-Assad. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Pourquoi ? Parce que c'est un tyran, un barbare, et à la limite, il commence à ressembler au Khmer rouge. On ne peut pas trouver mieux. Donc, c'est quand que vous avez compris ça? À quel moment vous avez changé? vers avril. Avril de l'année passée. 2 mois après, 2-3 mois après. Parce qu'au début, je ne savais pas trop quoi penser. J'attendais, je me suis dit, il va faire des concessions, il va opter pour le dialogue. Et puis, il l'a pas fait. Au fait, au bout de 15 jours, quand on l'a vu la première fois au Majlis Shab à la télévision, il ricanait, il était arrogant, il n'avait aucune... il regardait les gens de haut, on lui baisait la main. Manifestement, ce type-là n'était pas très bien dans sa tête. Et puis, on a vu ce qu'il fait depuis 1 mois. Je veux dire, il faut le qualifier de Khmer. Alors, on va parler de ce régime durant cette émission. Également avec nous, Anne Niva. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes grand reporter. Vous avez l'habitude de travailler dans des zones de guerre. Vous avez été en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak. Vous connaissez très bien également le Moyen-Orient. Ce qui frappe ici, c'est le peu d'informations, le manque d'informations que l'on a et qui sont difficiles à vérifier. Oui, j'ai beaucoup été en Syrie également, avant que tout cela ne commence, puisque à chaque fois que j'allais en Irak, je passais par la Syrie. Manque d'informations. Vous connaissez bien oui, aussi. Oui, bien sûr. Et manque d'informations, c'est certain. C'est déjà difficile. On a l'impression soit d'en avoir trop, soit pas assez. Et finalement, quand on réfléchit, on se dit qu'est-ce qu'on connaît de ce qui se passe vraiment en Syrie aujourd'hui. Bon, on a ces massacres. Homs, notre consoeur qui n'est toujours pas sortie, etc. Edith Bouvier. Mais en fait, pour vraiment avoir le détail, il faut y passer des semaines, il faut y passer des mois, il faut que les journalistes puissent faire leur travail, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'ils le fassent dans le détail, dans la nuance. Et les reporters de guerre, dont je suis, essayent de le faire du mieux qu'ils peuvent. Moi, je revendique le terrain. Il faut toujours faire du terrain, même quand les gouvernements divers et variés disent que les reporters ne peuvent plus faire de terrain. C'est pas vrai. Sans le terrain, on n'a pas d'infos. Il faut rappeler qu'il y a 3 journalistes qui ont été tués. Absolument, dont le premier, Gilles Jacquier, mon confrère qui avait eu le prix Albert Londres, comme moi, et ma consoeur britannique, américaine, Marie. Et j'ai peur qu'ils ne soient pas les derniers. Mais c'est le cas de tous les récents conflits. Les derniers conflits du XXe siècle, la Tchétchénie, très sale guerre, les premiers du XXIe siècle, l'Irak, l'Afghanistan. On a toujours des journalistes qui meurent pour que d'autres sachent ce qui se passe sur place. Alors, ça nous amène à la question du bilan. On va en parler avec vous. Manon Chic, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice d'Amnesty International Suisse. Vous avez l'habitude de venir sur ce plateau pour commenter le printemps arabe. Hier, sur notre antenne, Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, a parlé de 8000 morts en une année en Syrie. Ça vous semble crédible ?
Ça semble relativement crédible, effectivement. Nous en sommes à 6200 morts que nous avons recensés à Amnesty International, de façon, je dirais, évidemment lacunaire, puisque nous n'avons, nous non plus, pas accès au terrain, comme les journalistes. Dans les deux camps, hein, quand vous parlez de ce bilan? Tout à fait. Et donc, 6200 morts, ce sont en grande majorité des personnes civiles, mais aussi des militaires et des combattants qui se battent aujourd'hui contre Bachar el-Assad et contre le régime syrien. Mais comment vous récoltez ces informations? Alors, parce qu'il faut rappeler que vous ne pouvez pas mettre les pieds en Syrie. On ne peut pas mettre les pieds en Syrie. La dernière fois qu'Amnesty International a été autorisé à enquêter en Syrie, c'était en 2010. Auparavant, c'était quelques années en 2006, peu de temps après le changement de pouvoir entre le père de Bachar el-Assad, el-Assad et son fils. Et donc, effectivement, c'est très difficile dans ces conditions d'obtenir des informations. Mais sur place, nous avons évidemment un réseau de personnes qui peuvent nous transmettre des informations. Nous les vérifions toujours. Donc ça veut dire que les données qui nous sont transmises, les noms, les lieux où ces personnes ont été tuées, les familles, etc., sont recontactées de façon à vérifier cela. Et donc, sans doute qu'on est autour d'effectivement 6000 morts, voire plus aujourd'hui en Syrie. Alors également avec nous, en duplex de Paris, Ismaël Hachem, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également d'origine syrienne. Vous avez quitté la Syrie lorsque vous aviez 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle un opposant au régime. Vous êtes le président de France-Syrie Démocratie. Vous avez des termes extrêmement durs pour parler de ce qui se passe là-bas. Vous avez utilisé le terme de génocide. Oui, génocide. On assiste aussi à une non-assistance à peuple en danger en ce moment. 11 mois et demi de tragédie inqualifiable. Effectivement, vous avez parlé de 6 000 morts, de 8 000 morts. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que les chiffres sont supérieurs, que nous avons de milliers de disparus et que dans notre cher pays, la Syrie, le mot disparu n'existe pas. Parce qu'on réellement a disparu, il est pris pour mort, sauf qu'on n'a pas encore trouvé son corps. Donc je suis effectivement président de l'association France-Syrie Démocratie. C'est une association qui regroupe des Français, des Syriens, des Franco-Syriens, personnes d'autres nationalités, qui se sont unis pour, par tous les moyens, défendre le peuple syrien dans cette tragédie. Pas plus tard qu'hier, il me semble que vous avez reçu un de nos membres les plus prestigieux et imminents, c'est le docteur Jacques Berès. Oui, qui était sur à 19h30 hier soir, exactement. Absolument. Donc le docteur Jacques Berès, qui est membre de France-Syrie Démocratie, qui a payé sa cotisation et qui a été envoyé donc sur place par 2 heures de mission, l'un émanant de notre association et le second émanant d'une autre association qui s'appelle donc l'Union des associations musulmanes du département du Seine-Saint-Denis. Donc, on a signé un ordre de mission pour que le docteur Jacques Berès, donc vraiment à qui je rends hommage pour son courage, il a pris un risque inconsidérable. Vous voyez bien que pour Édith Bouvier, aujourd'hui, même le président de la République française, à un moment donné, il ne sait plus si elle a été sortie ou pas. Enfin, vous voyez que les conditions sont extrêmement difficiles. Et Jacques Berès... oui. Est-ce que vous avez des contacts avec des gens, par exemple, qui se trouvent à Homs, hein, ville là où la répression est la plus sanglante actuellement? Est-ce que vous pouvez avoir des contacts avec la population sur place? Tous les Syriens qui font partie de la diaspora ont des contacts, essayent d'œuvrer, de participer pour aider nos frères et sœurs sur place. Donc on a tous des contacts avec des gens à Homs et ailleurs. On essaie par tous les moyens. La diaspora syrienne travaille pour donner des collectes, pour envoyer de l'aide médicale, il y a des réunions toutes les nuits sur Skype. Enfin, ça, c'est des choses très connues. Les activistes sur Facebook également. Donc, et là, nous, au sein de notre association France-Syrie Démocratie, on essaye d'organiser des manifestations, d'envoyer de l'aide, etc. D'accord, merci. Vous avez donc utilisé le mot de génocide. On a aussi entendu le mot de crime contre l'humanité. Monsieur Gevrier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également syrien, mais vous défendez Bachar el-Assad. Quand vous entendez ces mots, comment vous réagissez? Quand j'entends ces mots, madame, je défends la Syrie, pays dans lequel je suis né, comme certaines personnes présentes sur ce plateau. Et j'insisterai pour la deuxième et la dernière fois sur ce point. Je défends donc la Syrie, pays dans lequel je suis né. Alors effectivement, vous avez commencé l'émission par plusieurs constatations, voire des affirmations. Silence, on tue. Alors pour un silence,
c'est effectivement un silence. Depuis 11 mois, je crois que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu quelque chose d'aussi assourdissant sur ce silence, supposé silence sur la Syrie. On parle de 8000 morts, on parle de 6000 morts. 8000 morts, comment vous réagissez à ça? Le chiffre de 8000 morts, c'est quand même énorme en une année. Comment est-ce que vous réagissez? Je réagis très simplement en vous disant que selon moi, il s'agit d'une guerre dans un pays, dans une guerre où il y a un pouvoir jusqu'à nouvel ordre légitime en train de lutter contre des bandes armées, de l'aveu de plus en plus de personnes d'ailleurs, dans une véritable guerre. Vous avez utilisé en même temps, on l'entend dans les médias tous les jours en ce moment, et c'est ça que je trouve curieux, en même temps on se permet d'utiliser des termes tels que répression à Homs. Pour vous, ça n'est pas de la répression? Non, je finis. Répression à Homs et des bandes armées qui luttent contre l'armée régulière. Alors, est-ce que ça signifie pour vous que l'armée régulière est en train de réprimer les bandes armées? Peut-être. Alors, bande armée. Face à vous également, Randa Kassis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la coalition laïque et démocratique syrienne. Vous êtes aussi membre du Conseil national syrien. Qu'est-ce que vous répondez à M. Govrier qui parle de bandes armées? C'est vrai, il a parlé d'une guerre. Oui, c'est vrai que le régime a déclaré une guerre contre ce peuple, contre la population syrienne. Oui, c'est vrai, mais c'est une guerre de notre façon, pas comme la guerre que monsieur a parlé. Vous savez, Homs aujourd'hui, elle est sous les bombes. Et la communauté internationale est dans l'incapacité, elle est incapable de faire quoi que ce soit pour ces gens qui meurent tous les jours. Le pilonnage, il y a un pilonnage incessant, des bombardements sans relâche, bien sûr sans oublier les snipers, la menace des snipers qui ont des consignes de tirer sur tout ce qui bouge. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut appeler ça? Je vois, de toute façon, je partage, bien sûr, avec tous les collègues, là, tout le monde, que voilà, oui, c'est vrai, c'est une répression sans merci. Il torture, il menace, il traque les médecins qui secourent les blessés. Comment peut-on parler des bandes armées et comment on peut défendre un régime sanguinaire comme celui-là? Alors, M. Govrier, comment on peut défendre encore ce régime? Pour la 3e fois, alors je me permets de nouveau le dire, je défends un pays dans lequel je suis né, comme certaines personnes présentes ici, mais qui vous défendez s'appelle le la régime Syrie. aujourd'hui? Non, madame, non, madame. Alors, encore une fois, ce pays est en proie à une guerre, véritable guerre dans le sens le plus technique du terme. Vous ne dites pas une guerre civile, aucun d'entre vous. Ah, si vous souhaitez que une guerre si vous- civile. Pas encore. Non, Ça va on venir. ne peut pas parler d'une guerre civile, non, pas de Il s'agit tout, d'une pas guerre de tout. civile. Pas de Moi, tout. j'ai été dans tous les pays en guerre civile, et ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie, c'est une guerre civile. Quand vous avez des Syriens qui luttent contre d'autres Syriens, sans intervention étrangère militaire, ça s'appelle une guerre Ce ne sont civile. pas des Syriens qui luttent contre... Mais bien sûr que si. Ce sont des C'est milices une qui guerre travaillent pour civile, le régime ce qui veut syrien dire- qui lutte ce qui veut dire- mais ce qui contre veut les dire qu'il y a Syriens. des Contre la victimes. L'appellation Ces victimes, il guerre faut les civile, sauver. C'est le une guerre meilleur civile. exemple, c'est le Liban. Vous aviez Bien sûr, un- il y a l'Irak à côté, dans lequel Oui, moi j'ai mais- vécu en pleine mais guerre civile vous avez- en Irak, mais j'ai vécu en le Afghanistan, qui est une guerre pourcentage n'est civile pas aujourd'hui. à 50%. Donc je pense on que ne peut pour que pas les parler de téléspectateurs guerre comprennent, civile. non On ne mais peut pas. je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, Mais un pas guerre endroit civile. dans lequel on ne Mais peut ça plus va vivre venir, ça va normalement venir. aujourd'hui. Ça va Mais ça venir. va venir, on y est, on est en Non, plein non, dedans. pas Mais bien encore. sûr C'est que juste qu'on si. revienne un peu sur Quand les c'est forces en ensanglanté, puissance, quand on hein. ne peut plus rentrer dans un pays, ça s'appelle une guerre civile. Il n'y a On pas peut d'autre rentrer mot. dans un pays. Mais qui On sont, peut y rentrer. ces opposants aujourd'hui à Homs? Qui sont-ils? Marie Sora? Oui, vous connaissez bien le pays. Dites-nous, qui sont-ils? Mais je suis C'est juste syrienne. Qui sont, vous parlez de quels? Desquels? Ce sont Les opposants qui aujourd'hui tout à simplement, Homs. ce sont De les Baba habitants Amro, de Baba il y a Amr qui des- luttent, qui combattent, qui veulent plus Oui, le mais régime. ils sont qui veulent plus, de infiltrés toute façon. par des membres de l'armée de Syrie libre, par des bandes qui sont rentrées. Effectivement, on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas de bandes, mais ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec monsieur. Il y a quelques éléments
comme ça qui sont passés du Nord-Liban, parce que c'est encore la guerre des autres qui est en train de bouffer le pays. C'est beaucoup plus complexe que ne le dit. C'est tout, mais je dis... Quels que soient les termes, si c'est une guerre civile ou pas une guerre civile, ce qui est effectivement correct, c'est de dire qu'aujourd'hui, la situation est absolument intenable pour la population civile. La population syrienne est prise en étau. Et en l'occurrence, la répression exercée par le régime actuellement pour maîtriser coûte que coûte, par tous les moyens, est une répression extrêmement sanglante. On constate, par exemple, à la frontière avec la Jordanie, où nous avons eu un chercheur qui a pu se rendre, il a interrogé des gens, tous les garçons, y compris des garçons, donc des mineurs, ont dû fuir les villages, parce que l'armée syrienne débarque dans les villages. Les gens savent qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient arrêtés. Ils préfèrent encore être tués que arrêtés, parce que nous avons des témoignages de gens qui ont été arrêtés et torturés pendant 20 jours de façon ininterrompue, suspendus au plafond avec des menottes, frappés avec des coups de fouet, des tortures dans les parties génitales, des choses absolument épouvantables et des témoignages concordants qui nous montrent qu'en l'occurrence, il y a une répression clairement destinée contre la population civile et pas contre les combattants. Ça n'est pas une répression de combattants. Monsieur Hachem, à Paris, vous vouliez intervenir. Monsieur Hachem, à Paris, vous vouliez intervenir. Oui, tout à fait. Deux choses. Bon, effectivement, je ne comprends pas qu'on puisse utiliser le mot guerre civile alors qu'il s'agit d'une armée régulière lourdement armée qui s'attaque à des civils. Pendant qu'on est en train de parler, toutes les minutes, alors, toutes les 5 minutes, il y a à quel moment sera-t-on dans une guerre civile? Qu'est-ce qu'il vous faut? Combien de victimes vous faut-il? Alors peut-être pas tous en même temps, monsieur Hachem. Écoutez, il faut quand même se rappeler du début de l'histoire. Il y a eu le printemps arabe. Les Syriens ont décidé de descendre dans les rues pacifiquement. Ils ont manifesté pendant des mois et des mois pacifiquement. Le régime, dès le départ, a décidé de réprimer ces manifestants d'une manière choisie et sélective, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de tuer 20, 30, 40, 50 par jour. De cette manière-là, on ne fait pas tout un ramdam au niveau de l'opinion internationale, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est qu'au bout de 4e ou 5e mois de la Révolution qu'il y a eu les premières défections au sein de l'armée. Et ensuite, l'armée syrienne libre a été constituée. Il ne faut pas oublier, pendant 5 mois, les Syriens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça fait presque 1 an, il n'y a pas un jour qui s'est écoulé sans que les Syriens ne soient dans la rue. C'est quand même incroyable. Il faut rendre hommage à ce peuple-là. Et par rapport à votre invité, M. Gauvrier, il a le droit de défendre ce régime assassin, si c'est son droit. Mais il faut savoir une chose, quand on défend le régime de Bachar al-Assad, c'est soit on fait partie du régime de manière ou d'une autre, enfin on a un intérêt quelconque, soit effectivement on a un intérêt financier comme une bonne partie des hommes d'affaires de la classe aisée. On va le laisser répondre. Soit, et c'est le 3e point, soit on n'a jamais vécu en Syrie, parce que si on a vécu en Syrie, ne serait-ce que quelques mois ou quelques années, on sait très bien que le régime, et c'est depuis le Assad père, a été basé sur 3 piliers, c'est connu, tout le monde le sait, même un gamin de 10 ans, il le sait. Alors on va laisser M. Gauvrier répondre. Pour finir, s'il vous plaît, Madame répression, sectarisme confessionnel ou clanisme confessionnel, et le 3e, c'est de la corruption. Les 3 piliers, ils ont été bâtis depuis 1970 par Assad père, et aujourd'hui Assad fils continue l'histoire, enfin c'est connu. Alors, Monsieur Gauvrier, une réponse. Monsieur Gauvrier, une réponse. Oui, là, non, vous mais êtes interpellé directement. écoutez, Madame Jean, très franchement, je n'ai aucune réponse ni aucun commentaire à faire. Mais la question est comment vous pouvez soutenir un régime dictatorial et sanglant aujourd'hui? Non, madame, monsieur ne me pose pas une question, il fait des insinuations, c'est pas tout à fait la même chose. Alors bien, nous vivons quand même dans un pays qui est très ouvert, très libre. Là, vous parlez de la Suisse. Absolument, où on peut savoir... Il n'a pas vécu en Syrie, c'est pas possible. Oui. Et il n'a pas vécu en Syrie, monsieur. J'en suis content. Vous avez vécu en Syrie, monsieur Gauvrier? Oui, monsieur, j'ai dit, ça fait une 30aine d'années que je suis ici, donc j'ai vécu quelques années là-bas. Donc un pays libre, la Syrie, pays libre? Non, là, il parlait de la Suisse. Ah bon, pardon. La faculté première d'un homme, c'est de savoir écouter. Bien.
Alors j'essaye d'écouter des insinuations, je suis bientôt à la solde du régime, des intérêts financiers. Eh bien, cher monsieur, essayez de savoir ou de vérifier quel genre d'intérêt je peux avoir avec le régime ou avec n'importe qui d'autre en dehors de mon employeur. Et ce jour-là, on en rediscutera si vous le souhaitez. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, le vrai sujet qui nous intéresse, madame, encore une fois, je n'arrive pas à comprendre comment on peut, au jour d'aujourd'hui, après 11 mois de crise qu'on peut appeler de guerre, et je vais insister sur ce terme, de guerre. On ne sait pas d'ailleurs comment on peut réprimer une population et se trouver avec à peu près 2500, vous me confirmez madame si vous avez des chiffres, 2500 membres des forces de l'ordre qui sont tués. C'est probablement le Saint-Esprit qui s'est vengé d'eux, je ne sais pas. Peut-être. Exécuter, le terme exact. Exécuter. Est-ce que... Voilà. Alors peut-être, juste il y a encore une personne qu'on n'a pas entendue très rapidement, M. Gaufrier, parce qu'il y a M. Balanche au côté de vous. Mais vraiment très rapidement, et je laisserai la parole à M. Balanche après. Bombardement sur Homs, bombardement sur Homs, bombardement sur Homs. Je pose une question technique. Est-ce qu'un seul homme sensé, ici ou ailleurs, peut croire une seule seconde que si effectivement nous bombardons de la manière dont on parle, est-ce qu'il resterait une seule pierre sur place à Homs? Mais bien sûr. Alors, M. Balanche, vous allez peut-être pouvoir répondre. Debout. Monsieur Balanche, vous allez peut-être pouvoir répondre à ça. On va laisser M. Balanche, qui est un chercheur spécialisé sur le... Je pose une question, répondez, parce que monsieur avait dit 3. Orient. Ça n'a aucun intérêt. Alors, soit vous avez des intérêts... Ça n'a aucun intérêt. Soit votre discours est sur... Voilà. Alors, juste peut-être qu'on explique un petit peu. Mais il y a un problème, là, vous faites partie de la minorité chrétienne. On a choisi de vous inviter, de vous donner la parole. Qu'ils le disent, alors. Vous faites partie de cette minorité chrétienne qui soutient toujours et encore M. Assad. Vous êtes minoritaire, en tout cas ici, au sein de cette communauté syrienne. Dire que vous aussi, vous êtes chrétienne. Madame Cassis également. Donc voilà, maintenant on va peut-être un petit peu aussi progresser dans le débat. Monsieur Balanche, je disais que vous êtes chercheur spécialisé sur le Proche-Orient. Vous, qu'est-ce que vous dites quand on utilise ce terme de guerre civile? C'est une guerre civile? Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est une guerre civile. Et sur Homs, j'irais même plus loin, je dirais que c'est une guerre civile communautaire. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé M. Hachem, le pouvoir syrien s'appuie sur la répression, le sectarisme et la corruption. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et évidemment, quand ce système craque, eh bien, ça pose des problèmes. Et à Homs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant des mois, vous avez les quartiers alaouites de Homs qui ont été bombardés par l'opposition. Donc les quartiers alaouites, donc c'est le parti de... Pas le parti, c'est la communauté de Bachar chiite al-Assad, de laquelle est issue la famille Assad. Donc ces quartiers ont été attaqués par en face. Et là on peut parler d'une guerre civile communautaire. Parce qu'effectivement, si en Syrie on a une révolte qui a commencé sur des bases sociales, c'est quand même les gens des périphéries, des banlieues, des périphéries comme Deraa, comme Derzor, qui se sont révoltés parce qu'on a un problème économique en Syrie qui est de plus en plus aigu. Mais comme tout problème social et politique au Proche-Orient, très rapidement, eh bien, on verse dans le communautarisme. Alors vous êtes d'accord avec ça, Marie Sora? Oui, bien sûr. Randa Cassis, bien sûr. Le régime a bien instrumentalisé ce terme, même la carte de sectarisme. Ça, on le sait très bien depuis le début, depuis Assad père, depuis Assad père, ça c'est sûr. Mais juste, je voulais savoir, Monsieur Balanche a parlé des bombardements de la part de l'opposition au quartier. Mais comment bombardement? Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est ça ce que je veux dire. Comment on bombarde? Il n'y a que l'armée syrienne régulière. Il y a quand même des mortiers, des RPG. L'opposition. C'est ça ce qui aussi je suis vraiment très étonnée parce que j'ai des contacts avec les quartiers, avec des alaouites qui sont à l'intérieur de Homs et des chrétiens qui sont aussi à l'intérieur de Homs et personne m'a parlé de ça. Au contraire. C'est qu'on n'a pas les mêmes amis. Non, mais au contraire, il y a eu quand même. Il faut le dire qu'il y a eu quand même pas mal des alaouites et des chrétiens qui soutiennent cette révolution et qui sont bien sûr, pour faire chuter ce régime-là. Alors si on va commencer à parler aujourd'hui d'une division communautaire entre les communautés. Mais tu peux pas nier non, ça. On peut pas nier, oui, mais bien sûr, parce qu'il y a une base, dire, il y a un terrain, ça c'est vrai, mais nous travaillons tous
tous, et je suis certaine que le peuple et les Syriens sont conscients de risque de se glisser dans ce conflit-là. Alors, on va continuer à essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, mais je vous propose de nous rendre à Homs. Justement, on disait c'est là que la répression est la plus sanglante, particulièrement depuis 3 semaines. Des dizaines de personnes seraient tuées chaque jour. Des images collectées et commentées par Valérie Perira et Isabelle Fiou. 3 semaines déjà sous les bombes. Jour après jour, la ville de Homs subit les assauts de l'armée syrienne. Sa principale cible, un quartier sunnite, foyer de la résistance au président Bachar el-Assad depuis des mois. D'un côté, les soldats qui bombardent la ville, de l'autre, l'armée syrienne libre, composée de déserteurs qui répliquent, et au milieu, la population civile prise en tenaille. Impossible d'évacuer les blessés et les morts. De simples appartements se transforment en hôpitaux de fortune. Si Homs est aujourd'hui la ville martyre, c'est à Deraa, dans le sud du pays, que la contestation commence en mars 2011. Des manifestations éclatent contre le régime. Les forces de sécurité ripostent en tirant sur les contestataires. La répression est brutale. Elle n'empêchera pourtant pas la rébellion de gagner d'autres villes, lieu d'impressionnants rassemblements contre le régime de Damas. Malgré les interventions de l'ONU, malgré les appels de la Ligue arabe, le gouvernement demeure inflexible. Le bilan s'élève aujourd'hui à près de 8000 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors Anne Niva en parlait au début de cette émission de la difficulté à obtenir des informations. Or, on vient de le voir, on reçoit énormément d'images, mais c'est très difficile de comprendre ce qui se passe à Homs. Oui, non, mais ça, il me faudrait des heures pour vous expliquer que je pense quand même que les téléspectateurs comprennent que pour essayer, en tant qu'étrangère comme moi, par exemple, de comprendre un pays, il faut y passer des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Il faut vivre chez les gens. Il faut partager leur quotidien. Ce que j'ai fait en Irak, en Afghanistan et ailleurs, et ce que je n'ai pas fait en Syrie, parce que je suis occupée encore avec l'Afghanistan, qui est une guerre qui se poursuit aujourd'hui. Et donc, les journalistes aujourd'hui ont du mal, mais parce que tout pays fermé avec un dictateur comme M. Assad, évidemment, n'accueille pas avec bienveillance les journalistes. Moi, je viens de me faire expulser de Russie, qui n'est pas une dictature. Donc, vous pouvez imaginer qu'en Syrie, on n'accueille pas les journalistes à bras ouverts. Ça, je dirais, c'est le lot commun des journalistes qui vont dans les zones de guerre. Et je comprends que ce conflit soit difficile à comprendre pour tout le monde parce qu'on est dans l'émotion et dès qu'il y a évidemment ce que Madame disait, de la torture, ce qui est inévitable dans toutes ces guerres, il y a de l'émotion. Mais je voudrais essayer d'apporter quelques petites clarifications. Monsieur est d'une minorité chrétienne. Je crois que justement les Assad ont construit un système, avaient construit un système qui existe encore aujourd'hui, dans lequel les minorités justement devaient se chercher un protecteur. Ceci peut expliquer cela. Et que moi j'ai vécu en Irak des attentats antichrétiens absolument abominables et qu'il n'y a finalement aucune raison pour que ces attentats ne se produisent pas bientôt en Syrie. Alors Anne Serassa, c'est une réelle crainte. On disait en début d'émission que vous, il y a encore peu, vous souteniez le régime. Il y a une réelle crainte au sein de la communauté chrétienne en Syrie. D'où le comportement de monsieur, d'où ses réactions. Mais moi, je vais... Laissez-moi, on va la laisser s'exprimer, M. Gavrier. Moi, je vais du principe que les chrétiens sont déjà finis dans cette partie du monde et que ça ne sert absolument à rien de soutenir Bachar parce lui, he's a dead walking man. Mais vous l'avez soutenu. Je l'ai soutenu, mais avant tout ça. Pendant longtemps. Oui, mais non, pas pendant longtemps du tout. Pendant les 2 dernières années, avant ça. Mais je l'ai soutenu pas pour des raisons communautaires. Non, bon, donc il y a plusieurs raisons. Moi, je trouve que d'ici 10 ans, il n'y aura pas plus un chrétien nulle part dans nos régions. Donc, pourquoi les chrétiens qui vivent là-bas, vous savez, sont leur terre, ils n'ont pas envie de partir, ils n'ont pas les moyens de partir, peut-être non plus. Écoutez, mais moi, j'ai été dans cette catégorie-là. Oui, mais vous êtes ici. Mais je suis ici, mais j'étais là-bas. J'étais là-bas. Vous avez quitté en 1965. 65, mais j'ai habité le Liban.
Donc, j'ai quitté le Liban en 88. Moi, je vous parle des gens qui vivent maintenant. Oui, mais de toute façon, ils vont partir. C'est l'histoire, c'est la loi du nombre. Comment voulez-vous comment voulez-vous leur expliquer maintenant? C'est difficile, c'est terrible, c'est terrible. Monsieur Hachem également aimerait s'exprimer. Est-ce que vous comprenez, vous aussi, cette peur de la communauté chrétienne en Syrie? Vous êtes le seul Syrien ce soir à ne pas être d'origine chrétienne. Oui, enfin, je suis syrien, franco-syrien, il n'y a pas de religion. Et quand j'ai vécu en Syrie, j'ai vécu à Damas, dans le quartier chrétien, dans le quartier à majorité chrétienne. Et je peux vous assurer qu'avec mes amis, frères et potes de Damas, on n'a jamais eu de... Il n'y a jamais eu le moindre inquiétude sur l'avenir de la Syrie par rapport à ces problèmes communautaires ou de religion. Donc moi, je voudrais dire une chose, c'est que je réfute totalement le terme guerre communautaire. Ça, c'est totalement inacceptable pour nous, Syriens, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai posté sur Facebook une vidéo d'une manif en plein centre de Damas, à la sortie d'une église, l'église Mar Georges à Damas. Donc c'est des chrétiens qui manifestent à bas Assad, à bas le régime. Il y a quelques jours, dans la ville d'Al-Soueda, le Soueda, donc qui est à côté de Deraa, au sud de la Syrie, au sud-ouest de la Syrie, c'est une ville à majorité druse, donc minorité également, qui sont sortis soutenir Baba Amr et Homs et toutes les villes endeuillées. Depuis le début, nos frères kurdes, Al-Hasaki, Qamishli, etc., ils n'ont jamais cessé les manifestations et de contestation contre le régime. Donc vous voyez, effectivement, ce sont des minorités, il faut les rassurer, et ils le savent. Et les Syriens sont assez cultivés, éduqués, pour faire la part des choses. C'est le régime qui joue avec ça. Monsieur les Balanche. Syriens savent très bien qu'il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Oui, alors, Monsieur Balanche, je voulais lui répondre à cette Oui, bon, effectivement, vous avez des manifestations contre le régime à Soueda, dans la région kurde, etc. Tout à fait. Faut remarquer qu'il n'y a quand même pas beaucoup de morts dans les régions kurdes, ni à Soueda. Quand je dis qu'il y a une guerre civile communautaire à Homs, effectivement, parce que là, vous avez une ville qui est à 2 tiers sunnites, 1 quart alaouite, quelques chrétiens, et on a ce processus de guerre civile communautaire qui s'est mis en place. À Latakia, à Banias, il y a eu des émeutes. Les émeutes sont parties des quartiers sunnites. Elles n'ont pas touché les quartiers alaouites. Et si aujourd'hui les émeutes à Latakia sont terminées, c'est parce que les forces du régime, et notamment les alaouites, y ont mis le haut là. Donc on a un très fort risque que ça dérape dans l'ensemble du pays. D'ailleurs, on voit qu'il y a énormément de combats dans les zones de contact entre les sunnites et les alaouites. Si on prend la région du Rab, si on prend la région de Jejel-Sogour, on est en plein dans cette configuration. Après, dans les zones mixtes, dans les zones comme le sud ou l'est, c'est différent. Mais dans les zones mixtes, on a un problème communautaire. Alors, il faut rappeler que les sunnites, donc c'est la majorité de la population en Syrie. Les arabes sunnites, 65%. Voilà. Il y a une minorité chiite. Ouais. Et chrétienne, encore plus, moins nombreuse. La Syrie est composée de plusieurs minorités on va ethniques et religieuses. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais juste rappeler donc que c'est la majorité de la population. Que pense aujourd'hui le peuple syrien? C'est un peu la question qu'on a envie de vous poser. Cette majorité silencieuse, faudrait-il dire, on a un peu de la peine, cette majorité silencieuse qui, bien sûr, n'ose pas parler dans ce régime. Le peuple syrien, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui, Randa Kassis? Il veut le changement. Il veut un vrai changement. Vous le percevez à quoi? C'est voilà, par plusieurs messages, par eux-mêmes, c'est-à-dire c'est eux qui arrivent à s'exprimer et ils le disent. C'est pas que parce que j'ai plusieurs contacts et c'est pas parce que les autres ont plusieurs contacts, on se connaît et on sait très bien. C'est pas que en Syrie, c'est dans tout le monde arabe, tous les pays arabes. Ces sociétés ont besoin aujourd'hui de s'exprimer, d'exister. L'individu aujourd'hui dans le monde arabe, dans les pays arabes, veut tout simplement avoir son droit à lui. Alors, toujours on parle des mouvements, le risque ou l'expansion des fondamentalistes, de fondamentalisme et tout ça. Mais la vérité, on ne parle jamais de ces jeunes, de ces individus, de beaucoup de personnes qui veulent un vrai changement. Ce printemps arabe ne va pas s'arrêter là, ne va pas arrêter juste à faire chuter les dictateurs, mais c'est au contraire, il va passer à une autre étape. Ce sont des étapes. Aujourd'hui,
aujourd'hui, quand on défend une révolution ou des contestations, il ne faut pas poser la question est-ce qu'il y aura un risque de l'expansion de fondamentalisme? Et qu'est-ce qu'ils deviennent les chrétiens ou les alaouites? Nous ne pouvons pas poser cette question. C'est une question de morale, c'est un principe. On défend un peuple qui réclame et qui veut sa liberté. Et après, dès qu'on arrive quand même à franchir cette étape-là, là, on arrivera à travailler. D'accord. Alors, avant de revenir sur cette question du fondamentalisme religieux, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce pouvoir syrien, sur cette personnalité de Bachar el-Assad, le rappel en images par Valérie Pereira et Isabelle Fiot. Un couple présidentiel qui remplit tranquillement son devoir de citoyen. L'image est surréaliste ce dimanche, alors que plusieurs villes syriennes sont en feu. Bachar el-Assad ou l'espoir déçu de tout un peuple. Bachar el-Assad, c'est un jeune homme éduqué qui, après des études de médecine, part en Angleterre se spécialiser en ophtalmologie. Là-bas, il rencontre Asma, sa future femme, une Syrienne élevée en Grande-Bretagne, bardée de diplômes et qui travaille dans la finance. Ils forment un couple moderne et n'hésitent pas à se mettre en scène dans les pages people des journaux occidentaux. Fort de cette image, le couple est reçu en grande pompe en Europe. Ce médecin discret, presque timide, devient président malgré lui, puisque c'est son frère qui était destiné à ce rôle jusqu'à son décès dans un accident de voiture. En 2000, Bachar succède à son père, Hafez el-Assad, un dictateur qui a mené une politique de terreur pendant 30 ans. Résultat, des prisons remplies d'opposants et des morts par milliers. L'espoir est donc immense quand le fils est élu, mais après une période de relative liberté de parole, beaucoup déchantent. Sous l'influence de l'armée et des services secrets, le président met fin au mouvement et jette ses leaders en prison. Sur le plan diplomatique, la Syrie est placée dans l'axe du mal par George Bush, sanctions économiques à l'appui. En 2008, Bachar el-Assad fait son retour sur la scène internationale à Paris. Il assiste au défilé du 14 juillet aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui cherche son appui pour instituer une union pour la Méditerranée. La présence du Syrien à la tribune officielle fait scandale. Aujourd'hui, le président a perdu toute crédibilité aux yeux du monde, même si sa femme et lui tentent encore de sauver les apparences. Alors, Monsieur Balanche, on a découvert dimanche cette image un peu surréaliste d'un couple présidentiel souriant. Quel est le réel pouvoir en Syrie de Bachar el-Assad ? Oh mais il a du pouvoir. Nous, effectivement, depuis l'Europe, on voit ça avec nos yeux d'occidentaux, une farce, ce référendum. Mais pas du tout, il a besoin de se... 89,4% de oui. Oui, ben le oui ou le non n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait officiellement 57% de participation. Ça veut dire qu'il y a une majorité de Syriens qui adhèrent au système. Après, il était évident qu'ils allaient accepter la Constitution, et là, on a la majorité des électeurs inscrits qui ont accepté la Constitution. Donc, le régime présente ça comme une victoire. Il a besoin de se légitimer devant la population. Il a besoin de compter ses partisans. Il a besoin de les faire adhérer. Surtout maintenant. Et surtout en ce moment. D'habitude, les élections, c'est les chiffres officiels. Ils sont truqués, évidemment. Mais ça, c'est important pour la propagande du régime. Et parce que le pouvoir a la main militairement, mais il faut qu'il reprenne aussi la main politiquement. Donc c'est un processus qui est en cours. Par rapport à ces chiffres, Monsieur Hachem, J'espère que M. Balanche ne croit pas à ces chiffres. Enfin, je ne crois pas, je vous rassure tout de suite. Ah bon, d'accord, ok. J'ai 57% de participation. Alors là, si vous voulez, moi j'ai vécu en Syrie, je sais quand il y avait des élections, on était obligés tous d'y aller, l'école fermée, tout le monde devait y aller, la fonction publique fermée. Pardon, mais c'est en Syrie, ça se passait comme ça. Donc, et d'ailleurs, à la limite, ça ne servait à rien parce que de toutes les façons, après, le résultat était connu d'avance. Donc, ça, c'est vraiment une blague, ces chiffres. Et surtout dans ce contexte-là. Alors, Monsieur Balanche aimerait vous répondre. S'il vous plaît, si vous parlez tous en même temps et vous murmurez, on ne vous entend pas. Non, je veux dire, on n'est pas obligé de voter en Syrie. Les élections locales, municipalités, législatives, etc., il y a moins de 5% de participation. Au municipal de décembre, il y a eu 2% de participation, même le régime l'a officialisé.
Bon, on sait que les chiffres sont truqués, notamment pour les référendums, ça, c'est sûr. Mais on ne vous met pas un fusil dans le dos pour aller voter. Pour vous, c'est pas une farce, alors? Vu d'Occident, ça paraît une farce. À l'intérieur, ça fait partie du processus de légitimation du pouvoir. Donc il y a réellement 57% des Syriens. Non, mais il faut qu'il donne des arguments à ses partisans pour qu'ils le croient. Pour qu'ils se... ne le croit plus. Si, justement. Mais c'est ça, justement. Vous avez des gens qui y croient en Syrie et qui ont besoin d'y croire. Il était gagnant à 99,8. Il était élu, il nous bassinait tout le temps avec ces chiffres. Personne n'y croit pas. Et malheureusement, beaucoup de gens y croient. C'est ça le problème. Sinon, le régime serait déjà tombé. Est-ce que je peux en dire deux mots? Il y a des Saddam qui avait des chiffres supérieurs. Je crois qu'un des problèmes aussi, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de liberté d'expression en Syrie, et ça depuis de nombreuses années. Et donc, ça signifie que des opposants sont en prison depuis de nombreuses années, que les gens n'ont tout simplement, en général, pas accès ni à la liberté de se rassembler, de faire des manifestations, etc. Ce qu'on constate depuis une année est absolument sans précédent. En Syrie, des manifestations avec des gens qui descendent dans la rue sans y être incités fortement, ça paraît effectivement quelque chose d'assez étrange. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est la question du vote n'est pas le reflet de la liberté d'expression des Syriens. Aujourd'hui, les Syriens, s'ils veulent se forger une opinion, eh bien, ils ont la propagande gouvernementale, ils ont certainement aussi des pressions de la part de leur communauté, etc. Mais ils n'ont pas accès à une presse libre. Les journalistes syriens sont victimes d'énormes répressions. Il y a encore 15 jours, il y a 16 personnes qui ont été arrêtées au centre pour les médias syriens. Et donc, on se rend bien compte que c'est très difficile, dans un contexte comme celui-là, de se forger tout simplement une opinion sur son propre gouvernement. Mais la question qu'on se pose, c'est comment ce gouvernement peut encore tenir? Qui soutient? C'est pas le gouvernement qui tient, c'est la famille. Le gouvernement, c'est rien. Contre Assad. Tant que l'armée sera du côté d'Assad, ça tiendra. Il y a eu des défecteurs, mais il n'y en a pas encore eu assez pour que ça tombe. Vous pensez que donc il peut tenir encore longtemps? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'est toujours pas tombé. Il peut tenir. Alors, Anne Nivin, vous êtes aussi une spécialiste de la Russie. On vous connaît aussi pour ça. Le soutien russe est très important. En Russie, il y a des autobus qui amènent les gens pour des manifestations pro-Poutine, vous voyez. Donc, chacun sa façon, à chaque régime. En France aussi. Plus sérieusement, la Russie soutient très activement la Syrie. Absolument. Comment? Bon, on sait donc, on va en parler tout à l'heure, par rapport avec son droit de veto, en utilisant son droit de veto contre une intervention. Mais jusqu'où va le soutien russe à la Syrie? Si vous voulez, la Russie a des intérêts économiques depuis longtemps en Syrie. Il y a notamment une base navale que les Russes utilisent et qui comptent encore utiliser pendant longtemps. Il y a les ventes d'armes, évidemment. Et puis, c'est un soutien historique qui date depuis l'URSS. Alors, la Russie, aujourd'hui, a mis son veto, effectivement, à l'ONU pour que rien ne soit décidé, finalement. Et la Russie, qui aujourd'hui est à la veille d'élections majeures, puisque dans quelques jours, ce dimanche, la Russie vote pour un nouveau président, qui sera sans doute, il n'y a pas vraiment de suspense, M. Vladimir Poutine. M. Poutine, aujourd'hui, est tout à fait ravi de bloquer l'Occident, justement, par son comportement à l'ONU. Il en est absolument ravi. Oui, fier, absolument. Et il considère également que la position occidentale ne mène nulle part. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut dire que le fait que les Occidentaux aient déclaré déjà depuis un certain temps qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire, parce que c'est ce qui a été dit publiquement, dit et répété, il n'y aura pas d'intervention militaire en Syrie. Ça amène forcément ça a des conséquences. Et justement, tout le monde aujourd'hui réclame une intervention militaire qui, je suis désolée, mais n'intéresse personne en Occident. Les Français sont allés avec M. Sarkozy en Libye, mais non plus la force. Tout le monde n'a pas la force, les Occidentaux, d'avoir des guerres immédiatement l'une après l'autre. Alors, par rapport à cette question de l'intervention, M. Hachem, vous êtes pour une intervention en Syrie? À 500%. Pour une raison très simple, c'est que rien n'arrêtera le régime assassin de Assad dans cette tuerie. Ce régime croit, très sincèrement, donc et très stupidement aussi, qu'il va pouvoir en finir avec la révolution.
il est prêt jusqu'à l'extermination totale de toute la population qui est prête encore à dire non, on n'en veut pas. Donc la solution ne peut venir que d'une force supérieure. C'est vrai que les Syriens, et là-dessus, sur ce point-là, je rejoins Monsieur Grovier là-dessus, comme quoi on peut être d'accord. Les Syriens, ils aiment leur pays, les Syriens. Ça, là-dessus, c'est une certitude. Du coup, effectivement, cette idée d'intervention militaire internationale ou étrangère faisait un petit peu peur. Mais aujourd'hui, croyez-moi que la plupart des Syriens, mais il n'y en a pas un, tous, ils sont d'accord sur le fait qu'il faut arrêter ce bain de sang. Alors, par rapport à la désertion, enfin la défection des militaires, est-ce que Mme Niva avait effectivement évoqué. Aujourd'hui, l'armée syrienne libre, c'est difficile de faire un comptage précis, mais on peut parler de plusieurs dizaines de milliers, 25, 30, 35 000 membres. Mais il n'y a pas que l'armée syrienne libre. Il y a aussi, effectivement, vous savez que tous les Syriens, ils ont fait un service militaire. Et la plupart en tout cas, et ils savent ce que c'est, les armes, les quelques rudiments du service militaire. Et donc, ceux qui ont subi de plein fouet cette tragédie et cette violence de répression, ils ont rejoint, ils ont formé ils essayent de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, à Homs, vous croyez que c'est vraiment un génocide, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc juste, ces défections seront beaucoup plus nombreuses, et y compris avec l'armement lourd. À partir du moment où la communauté internationale j'aimerais qu'on reste, monsieur, sur cette question. S'accorde. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais qu'on reste aussi sur cette question de l'intervention militaire. Voilà. J'aimerais qu'on reste aussi sur cette question. Donc, une zone sécurisée. Voilà, je m'excuse. Je sais que c'est un peu difficile. Vous n'êtes pas en plateau, c'est plus difficile. L'exercice est plus difficile pour vous. Vous avez dit à 500% que vous êtes pour l'intervention militaire. Marie Serra, vous êtes contre. Pourquoi ? Parce que qu'il y ait des couloirs humanitaires, qu'il y ait des observateurs internationaux, Ligue arabe, ONU, tout ce que vous voulez, mais s'il y a, comme le réclame Saoud Ben Faisal l'autre jour à Tunis, il dormait. Après, quand on lui a dit, quand il a dit que ça ne servait à rien, s'il y avait pas s'il n'allait pas armer tout le monde, s'il ne pouvait pas lui-même armer tout le monde, qu'il partirait. Il est parti. Alors, si vous faites rentrer des armes et vous donnez tout de go des armes à tout le monde, il y aura 200 000 morts en un an. Alors, pour être cynique... Il y aura l'Irak. Il y aura l'Irak, le Liban et bien pire. Il y aura l'Axe, Turquie, Iran. Qu'est-ce qu'il faut faire, Marie Serra ? Moi, il faut laisser pourrir la situation. Il faut faire une comptabilité cynique, à savoir si on a 8 000 morts par an. En 3 ans, 24 000, 40 000 morts, c'est mieux de 250 000 morts et tout le pays est foutu. Et peut-être qu'entre-temps, les postes clés de l'armée vont s'effriter. On espère ça. Randa Kassis ? Bien sûr, je suis à 100% pour une intervention militaire, même si je sais très bien que la communauté internationale n'interviendra pas. Ce n'est pas la question maintenant. Vous ne croyez pas à l'intervention? Non, je ne crois pas, mais je suis pour. Alors, quand on parle des couloirs humanitaires, il faut savoir que c'est une sorte d'une intervention militaire, parce que des couloirs humanitaires je peux continuer, s'il vous plaît. J'éclaircis votre propos. J'ai parlé de ça. Quand on parle des couloirs humanitaires et de point de vue militaire, est un dispositif avec, bien sûr, une intervention aérienne, c'est ça, n'est-ce pas? Ou là, je crois, oui, c'est ça, tout à fait. Des couloirs humanitaires, en fait, il faut les garantir. La même chose avec une zone non autorisée pour les vols. Et ça revient effectivement à une intervention militaire. C'est ce que nous n'avons pas en Syrie aujourd'hui. On revient à cette question de l'impuissance de la communauté internationale. En disant en début d'émission, il y a des personnes qui se font tuer. La communauté internationale fait constamment des appels au cessez-le-feu qui ne sont pas entendus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la prochaine étape, Manon Chic? Je pense qu'effectivement, jusqu'à présent, la pression s'est beaucoup concentrée sur le régime syrien, en se disant qu'il y avait forcément un moment où, mis sous pression par la Ligue arabe, par les États occidentaux, le régime allait lâcher du lest, plier, etc. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites par Bachar el-Assad tout au long de cette année. Évidemment, aucune promesse n'a été tenue de cesser le feu, de cesser la violence, etc. Toutes ces promesses sont du vent. Donc,
donc on se rend bien compte effectivement qu'aujourd'hui, la seule possibilité, c'est au minimum de faire une pression sur la Russie parce qu'il faut effectivement limiter le flux d'armes qui vient vers la Syrie. C'est aujourd'hui le seul moyen. Et la Russie c'est possible, doit... ça? Alors évidemment, pression sur la Russie. S'il vous plaît. Ou... Alors juste peut-être, c'est possible ça, faire pression sur la Russie, Monsieur Balanche? Mais ça se négocie. C'est pas possible de faire pression sur la Russie, ou alors il faut lâcher dans le Caucase ou en Asie centrale, parce que on est dans un jeu géopolitique où la Russie, avec Poutine, essaie de revenir sur ce qu'elle a perdu dans les années 90. Et évidemment, la Syrie fait partie de ce grand marchandage mondial entre la Russie et l'OTAN. Mais alors c'est quoi la solution? Mais je dirais quand même que la Russie fait de la réelle politique et qu'elle n'en fait pas une affaire idéologique de la Syrie. Donc, si le nouveau président au pouvoir en Russie, dans quelques jours, qui sera donc M. Poutine, sent que le vent tourne et que M. Assad est en train de tomber, il le lâchera. Mais bien sûr. Il le lâchera et il apparaîtra comme celui qui a justement lâché le héros, etc. Monsieur Gauvrier, ça c'est une crainte. On n'en est pas là. Que la Russie lâche Bachar al-Assad? Écoutez, je ne crois pas qu'on soit sur ce registre-là. J'aimerais bien, malgré tout, en 2 mots, commenter les quelques informations relatant du cynisme le plus absolu. Donc, on est en train de faire d'attente pour compter les morts. 8 000 mieux que 200 000, alors, ça, on a compris, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, Monsieur Gauvrier. Peut-être juste par rapport... Non, mais il y a quelque chose qui est extrêmement russe. important, madame, sur lequel il faut absolument insister. Nous entendons, on est là aussi pour que les gens comprennent, madame, et on est là pour que les gens comprennent. Que se passe-t-il? Nous avons des gens qui affirment des désertions massives, des gens qui sont armés, même de l'armement lourd. On sent une certaine fierté dans ces affirmations. Et c'est en même temps des manifestants pacifiques. Alors moi, cette équation, j'aimerais bien savoir qu'on m'explique. Vous revenez un peu à ce qu'on en parlait au début de l'émission. Vous remettez en cause la validité de ces manifestations. Mais ça, on l'a bien compris. Totalement. Alors maintenant, concernant la position de la Russie, qu'est-ce qu'il y a de si cynique, par exemple, de si extraordinaire dans la position de la Russie? On voyait venir, en comparant avec des positions de gens, les gardiens des droits de l'homme, les États-Unis, les Français, les autres. Que pensez-vous, par exemple, du bilan extraordinaire de l'intervention militaire pour sauver les pays tels que l'Irak, l'Afghanistan, voilà, on vous a compris. Alors, Monsieur Hachem, vous voulez répondre à Monsieur Gauvrier? On veut intervenir militairement en Syrie pour avoir les mêmes résultats. C'est fantastique. On va laisser Monsieur Hachem répondre. L'Irak, c'était pas une intervention, c'était une invasion. Je voudrais rappeler à vos spectateurs, à vos téléspectateurs, que la Ligue arabe, pour une fois, a pris ses responsabilités, a condamné la Syrie, le régime syrien, a imposé des sanctions et a décrété 4 conditions. Donc le retrait total des unités militaires et le cessez-le-feu immédiat, le rapatriement des blessés, l'ouverture des couloirs humanitaires, etc. Donc l'ouverture et l'entrée immédiate des journalistes et des organisations internationales. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Parce que derrière, on ne peut pas mettre en application ces solutions. Et donc, ça ne sert à rien de discuter avec le régime. Le régime ne fait que gagner du temps parce qu'il croit qu'il va en finir avec la révolution. Donc, la solution donc, passe par une intervention militaire étrangère. Alors, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Mais vous y croyez? Elle semble totalement impossible. Donc il y a le veto russe et chinois. Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Mais le problème, c'est qu'il faut voir. Il y a des élections en France, il y a des élections aux États-Unis, il y a des élections en Russie, et c'est pour ça aussi que Poutine, on verra bien sa position après les élections dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc il y a la crise économique un peu partout. L'Occident s'est bien occupé de la Libye. Bon, il y a sans doute plus d'intérêt en Libye qu'en Syrie. Et donc il y a tout un tas de conditions et de critères qui ont fait qu'effectivement cette intervention tarde. Mais elle va intervenir, cette solution, elle va arriver tôt ou tard. Monsieur Balanche, elle va arriver tôt ou tard, malheureusement, elle va arriver juste à un moment où les chiffres vont être à 30 000 martyrs, 40 000 martyrs. Et là, on va dire, oui, on aurait dû intervenir plus tôt, on a laissé faire le génocide, on aurait dû le faire plus tôt. Mais elle va arriver, cette intervention, vous verrez.
C'est important ce qu'il dit. C'est vrai que là, on est à 8 000 morts. Est-ce qu'on doit attendre d'être à 30 000 morts pour que la communauté internationale fasse quelque chose? La question est qu'on veut faire tomber Assad maintenant, et donc avec une intervention militaire qui sera extrêmement coûteuse et qui risque de, comme l'a dit Hillary Clinton, de plonger le pays dans la guerre civile? Ou alors, est-ce qu'on va attendre que le régime soit mûr pour tomber, comme on a fait en Irak après 1991, c'est-à-dire une dizaine d'années, que le régime soit bien affaibli, et là, qu'il suffise de le pousser? Parce qu'en Syrie, j'ai l'impression en fait, qu'on est aujourd'hui, en tout cas du point de vue de l'OTAN, dans cette perspective. Bon, le régime n'est pas tombé, on voit qu'il tient, et donc une intervention militaire, ça serait suicidaire, c'est pas la peine d'y aller. Donc, tant pis, on a réussi à l'affaiblir, c'est déjà un bon point. Et puis, on verra dans quelques années ce qui va se passer. Aujourd'hui, le président tunisien Moncef Marzouki, lui, propose d'accorder l'asile au président Bachar el-Assad. Est-ce que ça, c'est aussi pas une solution, finalement, que Bachar el-Assad quitte de lui-même? Vous l'avez dit, le régime n'est pas mûr, mais peut-être qu'il sera mûr un jour. Manon Chic? Disons que ce que ça va poser comme problème, c'est sur le moyen terme. Si Bachar el-Assad quitte le pouvoir et impuni vit en Russie, eh bien, les gens vont jamais pouvoir non plus porter plainte contre ce régime. Ce qu'il se passe en ce moment en Syrie, ça relève de crimes contre l'humanité, ça devrait être traduit devant la Cour pénale internationale, et Bachar el-Assad devrait aller en prison pour avoir autorisé des crimes comme ceux-ci ou les avoir ordonnés. Et s'il aujourd'hui il part en Syrie, s'il part en Russie, eh bien, il ne sera jamais poursuivi par la justice. Et ça, à mon avis, c'est effectivement un problème. Je suis contre le fait qu'un État lui accorde une immunité aujourd'hui. D'accord. Alors, on va devoir avancer dans le débat, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Moi, j'aimerais vous entendre, Marie Sera, maintenant un peu sur l'avenir de cette Syrie. Vous, c'est quoi la Syrie de vos rêves aujourd'hui? Un État laïque, démocratique. Mais ça, c'est un mythe. Jamais. Ça, c'est mon rêve, puisque vous m'avez posé la question. Vous avez utilisé le mot rêve. Laïque, démocratique, mais ça, c'est... Alors, Monsieur Hachem, c'est un rêve, dit Marie Sera, elle ne semble pas y croire. Non. Vous-même? Non, j'y crois totalement. Demandez à Randa Kassis, elle fait partie de CNS, et elle vous dira que la plupart des composants, des gens qui y sont, représentent cette nouvelle Syrie démocratique et laïque, et qui viendra après la chute du régime, c'est sûr. Enfin, oui, mais il y a 27 millions de Syriens, ils ne sont pas tous 23, ils ne sont pas tous membres du CNS, les 27 millions. Oui, vous ne les représentez pas tous. Voilà. Donc, le CNS, le Conseil national syrien. La moitié de peuple syrien. C'est ça ce que je veux dire. Le CNS, nous représentons la moitié de cette population. Pour rester sur l'avenir de la Syrie, on le sait, c'est maintenant en fait les 1 an du printemps arabe. On a un peu déchanté quand même peut-être face à ce printemps arabe. Madame Kassis, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas peur des islamistes, de la montée du fondamentalisme en Syrie. Il ne faut pas avoir peur parce que pour moi, ce sont des étapes. Il faut affranchir une étape pour arriver à une autre. Vous voyez, c'est-à-dire la montée des extrémistes dans toute la région, c'est dû aussi à ces régimes, à ce système répressif qui a réprimé les populations. C'est eux qui ont enfoncé ces populations dans l'obscurantisme. Qui a profité, bien sûr? Ce qui a fait, c'était au profit des fondamentalistes qui ont su profiter des coupures entre les guides penseurs et les jeunes et la société même. Il faut savoir que ces régimes n'ont pas hésité à torturer les intellectuels, à exiler ces intellectuels et bien sûr à les incarcérer. Alors, ce qui a provoqué une coupure il n'y avait plus des canaux, de toute façon, de communication entre ces guides-là et la société. Et c'est là où, bien sûr, et c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est réprimé, il va se réfugier dans un autre univers qui est un peu idéaliste pour lui. Et voilà, il s'est réfugié dans l'univers céleste. Et c'est de là qu'il faut travailler. Anniva, vous êtes d'accord avec Madame Kassis? Je ne parle pas du tout le même langage qu'elle, donc je ne comprends pas vraiment ce qu'elle me dit. Mais moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que je crois que l'avenir de la Syrie appartient aux Syriens. Oui.
Et donc moi, je ne suis pas syrienne, je n'ai absolument pas apporté de jugement ni à dire ça se passera comme ci, ça se passera comme ça. Moi, je peux vous apporter ma petite expérience qui est celle d'avoir passé des mois et des mois et des mois auprès des plus pauvres, des plus démunis, de ceux qui se prennent les bombes sur la tête, et j'étais avec eux en Irak, à côté de la Syrie, en Afghanistan, en Tchétchénie. Et que, évidemment, certains sont pour une intervention militaire, d'autres sont contre. Moi, il m'est difficile d'être pour, parce que justement, j'ai vu ce que ça apportait et comment il était difficile de se sortir d'une guerre quand elle est commencée. Parce que si on a une coalition internationale qui bombarde un pays, on a une force de frappe ahurissante. Les hommes qui sont actuellement en Afghanistan aujourd'hui, ce sont des Robocop. Et en face, vous avez, bon, pour ce qui est de l'Afghanistan, c'est des talibans, mais, et qui arrivent d'ailleurs à lutter comme ils peuvent contre les autres. Mais et qui est entre les deux, comme d'habitude, évidemment, les populations civiles, qui sont la majorité, parce que ceux qui luttent, ceux qui ont les forces armées sont en minorité. Et la majorité souffre. Alors moi, je ne sais pas s'il faut compter combien attendent de morts pour pouvoir... Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout cela a des conséquences et que même si les Syriens s'en sortent pas aujourd'hui, ça va rester dans leur tête et il y a des jeunes qui vont grandir avec toute cette violence et que tout ça va ressortir comme toutes les guerres que j'ai couvertes, parce qu'aujourd'hui en Tchétchénie, rien n'est terminé, qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui ont vécu que la guerre et donc rien n'est réglé. Mais j'ai pas de solution sur comment il faut régler. Marie Sora, vous n'avez pas envie d'avoir cet espoir? C'est avec une nouvelle génération en Syrie qui va grandir avec cette idée de démocratie? De toute façon, moi je pense que le passage obligé à peut-être un mythe, pourquoi pas, c'est l'islamisme. On y passera, on y copera de toute façon. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la marche de l'histoire. Ils vont durer 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis les jeunes vont se réveiller dans 2 ou 3 générations, mais pas maintenant, pas jamais. C'est fini, ça va être comme l'Égypte, au meilleur des cas, parce que les Saoudiens, eux, ils sont merveilleux, ils nous envoient des salafistes. Oui. Et le Qatari, il nous envoie des frères. Les frères, bon, ça va, on peut parler avec, si le peuple veut ça, c'est la démocratie, on n'a qu'à se plier à la volonté du peuple. Mais attention que la démocratie ne se transforme pas en théocratie. Ce qui risque de se passer, parce que les Saoudiens, ils jouent un jeu, mais d'un cynisme, c'est terrible. On aura sans doute l'occasion de faire d'autres émissions là-dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Monsieur Hachem, d'avoir été en duplex de Paris. Forcément, on aimerait continuer à débattre avec vous. Malheureusement, donc, nous sommes au terme de cette émission. Aniva, vous, on va vous retrouver dimanche soir dans le 19h30. Vous serez aux côtés de Darius Rochebrun pour parler des élections, de l'élection présidentielle russe, cette fois. Donc dimanche soir, rendez-vous est pris. Et puis à noter que cette émission était la dernière de la télévision suisse romande, votre bonne vieille TSR, puisque dans une demi-heure, dès minuit, nous nous appellerons RTS, voilà qui inspire Mix, dernière émission, donc TSR avant la RTS. J'espère qu'il n'y aura pas de bain de sang, il n'y en aura en tout cas pas la semaine prochaine, car Infrarouge sera toujours à la même place, à la même heure. Excellente soirée à vous tous, à bientôt, au revoir.